Séance du 21 novembre 1962. Au moment de continuer aujourd'hui d'engager un peu plus mon discours sur l'angoisse, je peux légitimement poser devant vous la question de ce que c'est ici qu'un enchaînement. La notion que nous pouvons nous en faire doit tout de même subir quelque effet. Si ici nous sommes en principe, disons pour la plupart, des analystes, si l'expérience analytique est supposée être ma référence essentielle quand je m'adresse à l'audience que vous composez, nous ne pouvons pas oublier que l'analyste est, si je puis dire, un interprétant. Il joue sur ce temps si essentiel que j'ai déjà accentué à plusieurs reprises à partir de plusieurs sujets pour vous. Sujets que nous laisserons indéterminés donc en les rassemblant dans un « on ne savait pas ». Par rapport à cette « on ne savait pas », l'analyste est censé savoir quelque chose. Pourquoi pas même admettre qu'il en sait un bout? La question n'est pas du savoir, elle serait tout au moins prématurée s'il peut l'enseigner. Nous pouvons dire que jusqu'à un certain point, la seule existence d'un endroit comme ici et du rôle que j'y joue depuis un certain temps, c'est une façon de trancher la question, bien ou mal, mais de la trancher, mais de savoir qu'est-ce que l'enseigner. Qu'est-ce que l'enseigner? Quand il s'agit justement à cause de ce qu'il s'agit d'enseigner, de l'enseigner non seulement à qui ne sait pas, mais il faut admettre que jusqu'à un certain point, nous sommes tous ici logés à la même enseigne, à qui, étant donné ce dont il s'agit, à qui ne peut pas savoir. Observez bien où porte, si je puis dire, le porte-à-faux. Un enseignement analytique, s'il n'y avait pas ce porte-à-faux, ce séminaire lui-même pourrait se concevoir dans la ligne, dans le prolongement de ce qui se passe, par exemple, dans un contrôle, où c'est ce que vous savez, ce que vous sauriez, qui serait apporté, et où je n'interviendrai que pour donner l'analogue de ce qui est l'interprétation, à savoir cette addition moyennant quoi quelque chose apparaît, qui donne le sens à ce que vous croyez savoir, qui fait apparaître en un éclair ce qui est possible à saisir au-delà des limites du savoir. C'est tout de même dans la mesure où un savoir est dans ce travail d'élaboration que nous dirons communautaire plus que collective de l'analyse, parmi ceux qui ont son expérience, les analystes, qu'un certain savoir est constitué, par rapport auquel un certain travail de rassemblement est concevable, qui justifie la place que peut prendre un enseignement comme celui qui est fait ici. C'est parce que, si vous voulez, il y a sécrété par l'expérience analytique toute une littérature qui s'appelle théorie analytique, que je suis forcé, souvent bien contre mon gré, de lui faire ici autant de part. Mais c'est elle, en quelque sorte, qui nécessite que je fasse quelque chose qui doit aller au-delà de ce rassemblement, et justement dans le sens de nous rapprocher, à travers ce rassemblement, de la théorie analytique, de ce qui constitue sa source, à savoir l'expérience. Ici se présente une ambiguïté qui ne tient pas seulement à ce qui ici se mélange à nous quelques non-analystes. Il n'y a pas à ça grands inconvénients, puisqu'aussi bien même les analystes arrivent ici par des positions, des postures, des attentes, qui ne sont pas forcément analytiques, et déjà très suffisamment conditionnés par le fait que dans la théorie faite dans l'analyse, s'introduisent des références de toute espèce, et beaucoup plus qu'il n'apparaît au premier abord, qu'on peut qualifier d'extra-analytique, de psychologisante par exemple,
Du seul fait, donc, que j'ai affaire à cette matière, matière de mon audience, matière de mon objet d'enseignement, je serai amené à me référer à cette expérience commune qui est celle grâce à quoi s'établit toute communication enseignante, à savoir à ne pas pouvoir rester dans la pure position que j'ai appelée tout à l'heure interprétante, mais de passer à une position communicante plus large, à savoir à m'engager sur le terrain du faire comprendre, à faire appel en vous à une expérience qui va bien au-delà de la stricte expérience analytique. Ceci est important à rappeler parce que le faire comprendre est de tout temps ce qui, en psychologie, au sens le plus large, est vraiment la pierre d'achoppement. Non pas tellement que l'accent doive être mis sur ce qui à un moment, par exemple, a paru la grande originalité d'un ouvrage comme celui de Blondel sur la conscience morbide, à savoir qu'il y a des limites de la compréhension. Ne nous imaginons pas, par exemple, que nous comprenons le vécu, comme on dit, authentique, réel, des malades. C'est pas la question de la limite qui est pour nous importante. Et au moment de vous parler de l'angoisse, il importe bien sûr de vous faire remarquer que c'est une des questions qui est mise en suspens. Pouvons-nous parler? À quel titre pouvons-nous parler de l'angoisse quand nous subsumons sous cette rubrique? Cette angoisse dans laquelle nous pouvons nous introduire à la suite de telles médiations guidées par Kierkegaard, cette angoisse qui peut nous saisir à tel moment paranormal ou même franchement pathologique, comme nous-mêmes sujets d'une expérience plus ou moins psychopathologiquement situable, d'une angoisse qui est celle à laquelle nous avons affaire avec nos névroses, matériel ordinaire de notre expérience, de l'angoisse que nous pouvons décrire et localiser au principe d'une expérience plus périphérique pour nous, celle du pervers par exemple, voire du psychotique. L'homogénéité apparente, la commune substance de ces expériences diversement repérables, ne nous induit-elle pas dangereusement, comme d'ailleurs toute autre rubrique qui peut ainsi parcourir ce champ, comme constituant des références communes, à trop présumer de ce que nous pouvons assumer des expériences auxquelles elles se réfèrent, celles, nommément, par exemple, du pervers ou du psychotique. Il n'est, dans cette expérience, pas trop désirable d'amener quiconque à en croire sur ce qu'il peut comprendre. C'est bien là que prenant leur importance les éléments signifiants, aussi dénués que je m'efforce de les faire par leur notation, le contenu compréhensible et dont le rapport structural est le moyen par où j'essaie de maintenir le niveau nécessaire pour que la compréhension ne soit pas trompeuse, tout en laissant repérables les termes diversement significatifs dans lesquels nous nous avançons, et spécialement ceux-ci. Au moment où il s'agit, je l'ai introduit la dernière fois, d'un affect, je ne me suis pas refusé à cet élément de classement. L'angoisse est un affect. Nous voyons que le mode d'abord d'un tel thème, l'angoisse est un affect, se propose à nous, du point de vue de l'enseignant, selon des voies différentes qu'on pourrait, je crois, assez sommairement, c'est-à-dire en faisant bien effectivement la somme, définir sous 3 rubriques, celle du catalogue, à savoir concernant l'affect, épuiser non seulement ce que ça veut dire, mais ce qu'on a voulu dire en constituant la catégorie. Terme qui assurément nous met en posture d'enseigner au sujet de l'enseignement sous son mode le plus large, et forcément ici, raccorder ce qui s'est enseigné à l'intérieur de l'analyse à ce qui nous s'est apporté du dehors au sens le plus vaste comme catégorie. Et pourquoi pas? Il nous est arrivé là de très larges apports, et vous le verrez,
Pour reprendre une référence médiane qui viendra dans le champ de notre attention, il y a concernant ce qui nous occupe cette année, si tant est que cet objet central, je l'ai dit, de l'angoisse, je suis loin de me refuser à l'insérer dans le catalogue des affects, dans les diverses théories qui ont été produites de l'affect. Eh bien, pour prendre les choses, je vous ai dit, en une espèce de point médian de la coupure, au niveau du Saint Thomas d'Aquin, pour l'appeler par son nom, il y a de très bonnes choses concernant une division qu'il n'a pas inventée concernant l'affect entre le concupiscible et l'irascible, et la longue discussion par laquelle ils mettent en balance, selon la forme du débat scolastique, proposition, objection, réponse, à savoir laquelle des deux catégories est première par rapport à l'autre, et comment ils tranchent, et pourquoi. Que malgré certaines apparences ou certaines références, l'irascible s'insère quelque part dans la chaîne du concupiscible, toujours, lequel, concupiscible donc, est par rapport à lui premier. Ceci ne sera pas sans nous servir, car à la vérité cette théorie ne serait-elle pas, au dernier terme, tout entière suspendue à une supposition d'un souverain bien, auquel, vous le savez, nous avons d'ores et déjà de grandes objections à faire. Elle serait pour nous fort recevable. Nous verrons ce que nous pouvons en garder, ce que, pour nous, elle est claire, le seul fait que nous puissions. Je vous prie de vous y reporter. Je vous donnerai en son temps les références. Nous y pouvons assurément trouver grande matière à alimenter notre propre réflexion, plus paradoxalement que ce que nous pouvons trouver dans les élaborations modernes, récentes, appelons les choses par leur nom, 19e siècle, d'une psychologie qui est prétendue, sans doute pas tout à fait à bon droit, plus expérimentale. Et encore, cette voie, a-t-elle l'inconvénient de nous pousser dans le sens, dans les catégories du classement des affects? Et l'expérience nous prouve que tout abandon trop grand dans cette direction n'aboutit pour nous, et même si centralement nous le portions par rapport à notre expérience, à cette partie sur laquelle tout à l'heure j'ai mis le trait, l'accent de la théorie, qui a des impasses manifestes, dont un très beau témoignage, par exemple, est donné par cet article, qui est celui du tome 34, du volume 34, troisième partie, de 1953, de l'International Journal, où M. David Rappaport tente une théorie psychanalytique de l'affect. Cet article est véritablement exemplaire par le bilan proprement consternant auquel, d'ailleurs, sans que la plume de l'auteur songe à le dissimuler, il aboutit. C'est à savoir, il est étonnant qu'un auteur qui annonce de ce titre un article qui, après tout, pourrait nous laisser espérer que quelque chose de nouveau, d'original en sorte, concernant ce que l'analyste peut penser de l'affect, n'aboutit en fin de compte qu'à lui aussi, à l'intérieur strictement de la théorie analytique, faire le catalogue des acceptions dans lesquelles ce terme a été employé, et de s'apercevoir qu'à l'intérieur même de la théorie, ces acceptions sont les unes et les autres irréductibles. La première étant celle de l'affect, conçue comme constituant substantiellement la décharge de la pulsion. La seconde, à l'intérieur de la même théorie, et même pour aller plus loin, prétendument du texte freudien lui-même, l'affect n'étant rien que la connotation d'une tension à ses différentes phases, conflictuelles, ordinairement, l'affect constituant la connotation de cette tension en tant qu'elle varie, connotation de la variation de tension, et troisième temps,
également marqué comme irréductible dans la théorie freudienne elle-même, l'affect constituant dans une référence proprement topique le signal au niveau de l'ego concernant quelque chose qui se passe ailleurs, le danger venu d'ailleurs. Concernant ce qui peut justifier que subsiste, et encore dans les débats des auteurs les plus récents, venus dans la discussion analytique, la revendication divergente de la primauté pour chacun de ces trois sens, qu'en sorte que rien là-dessus ne soit résolu, et que l'auteur dont il s'agit ne puisse pas nous en dire plus, est tout de même bien le signe qu'ici la méthode du catalogue ne saurait ne pas être marquée enfin d'un certain signe profond d'impasse, voire de tout à fait spéciale fécondité. Il y a, se différenciant de cette méthode, je m'excuse de m'étendre aujourd'hui si longtemps sur une question qui a pourtant un grand intérêt de préalable, concernant l'opportunité de ce qu'ici nous faisons, et ce n'est pas pour rien que je l'introduis, vous le verrez, concernant l'angoisse, c'est la méthode que j'appellerais, en me servant d'un besoin de consonance avec le précédent terme, la méthode de l'analogue, qui nous mènerait à discerner ce qu'on peut appeler des niveaux. J'ai vu, dans un ouvrage que je ne citerai pas autrement aujourd'hui, une tentative de rassemblement de cette espèce, où l'on voit, en chapitres séparés, l'angoisse conçue, comme on s'exprime. C'est un ouvrage anglais, biologiquement, puis sociologiquement, puisque je sais que, sais-je, culturellement, comme s'il suffisait ainsi de révéler, à des niveaux prétendus indépendants, des positions analogiques pour arriver à faire quelque chose d'autre qu'à dégager, non plus ce que j'ai appelé tout à l'heure un classement, mais ici une sorte de type. On sait à quoi aboutit une telle méthode, à ce qu'on appelle une anthropologie. L'anthropologie, à nos yeux, est ce qui comporte le plus grand nombre de présupposés et les plus hasardeux de toutes les voies dans lesquelles nous puissions nous engager. Ce à quoi une telle méthode aboutit, de quelque éclectisme qu'il se marque, c'est toujours et nécessairement ce que nous, dans notre vocabulaire familier, sans faire de ce nom ni de ce titre, l'indice de quelqu'un qui aurait même occupé une position si éminente, c'est ce que nous appelons le jungisme, sur le sujet de l'anxiété. Ceci nous conduira nécessairement au thème de ce noyau central qui est la thématique absolument nécessaire à laquelle aboutit une telle voie. C'est dire qu'elle est fort loin de ce dont il s'agit dans l'expérience. L'expérience nous conduit à ce que j'appellerais ici la troisième voie, que je mettrais sous l'indice, sous la rubrique de la fonction que j'appellerais celle de la clé. La clé, c'est ce qui ouvre, et ce qui, pour ouvrir, fonctionne. La clé, c'est la forme selon laquelle doit opérer ou ne pas opérer la fonction signifiante comme telle. Et ce qui rend légitime que je l'annonce et la distingue et ose l'introduire comme quelque chose à quoi nous puissions nous confier, n'a rien qui soit ici marqué de présomption, pour la raison, je pense, qui vous sera, et spécialement à ceux qui sont ici, de profession, des enseignants, une référence suffisamment convaincante, c'est que cette dimension est absolument connaturelle à tout enseignement, analytique ou pas, pour la raison qu'il n'y a pas d'enseignement, dirais-je, et dirais-je, moi,
quelque heurts qu'il puisse en résulter auprès de certains concernant ce que j'enseigne, et pourtant je le dirais, il n'y a pas d'enseignement qui ne se réfère à ce que j'appellerais un idéal de simplicité, que si quelque chose tout à l'heure est pour nous suffisante objection dans le fait qu'à procéder par une certaine voie, une chatte, littéralement, ne peut retrouver ses petits concernant ce que nous pensons, nous, analystes, à aller au texte sur l'affect. Il y a quelque chose là de profondément insatisfaisant, et qu'il est exigible que, concernant quelque titre que ce soit, nous satisfaisons un certain idéal de réduction simple. Qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi? 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 Depuis le temps qu'on fait de la science, car ces réflexions portent sur bien autre chose et sur des champs bien plus vastes que celui de notre expérience. Exige-t-on la plus grande simplicité possible? Pourquoi le réel serait-il simple? Qu'est-ce qui peut même nous permettre un seul instant de le supposer? Eh bien rien, mais rien d'autre que cet initium subjectif sur lequel j'ai mis l'accent ici pendant toute la première partie de mon enseignement de l'année dernière, à savoir qu'il n'y a d'apparition concevable d'un sujet comme tel qu'à partir de l'introduction première d'un signifiant, et du signifiant le plus simple qui s'appelle le trait unaire. Le trait unaire est d'avant le sujet, au commencement était le verbe, ça veut dire au commencement est le trait unaire. Et tout ce qui est enseignable doit conserver ce stigmate de cet initium ultra simple qui est la seule chose qui puisse à nos yeux justifier l'idéal de simplicité, simplex, singularité du trait. C'est cela que nous faisons entrer dans le réel, que le réel le veuille ou ne le veuille pas. Mais il y a une chose certaine, c'est que ça entre, qu'on y est déjà entré avant nous, parce que d'ores et déjà, c'est par cette voie que tous ces sujets, qui depuis tout de même quelques siècles, dialoguent et s'arranger comme ils peuvent, avec cette condition qu'ils soient justement qu'il y ait entre eux et le réel ce champ du signifiant. C'est d'ores et déjà avec cet appel du trait unaire qu'ils se sont constitués comme sujet. Comment serions-nous, nous, étonnés que nous en retrouvions la marque dans ce qui est notre champ, si notre champ est celui du sujet? Dans l'analyse, il y a quelque chose qui est antérieur à tout ce que nous pouvons élaborer ou comprendre, et ceci je l'appellerais présence de l'autre, grand A. Il n'y a pas d'auto-analyse, même quand on se l'imagine, l'autre, grand A, est là. Je le rappelle parce que c'est déjà pour ramener à la simplicité le sens de ce que je vous dis, de ce que je vous indique, de ce que j'ai commencé de vous indiquer en vous disant quelque chose qui va beaucoup plus loin, à savoir, l'angoisse, c'est un certain rapport que je ne fais jusqu'ici qu'imager. Je vous en ai rappelé la dernière fois l'image, avec le dessin réévoqué de ma présence fort modeste et embarrassée en présence de la montre religieuse géante. Je vous en ai déjà dit donc plus long en vous disant que ceci a rapport avec le désir de l'autre. Cet autre, avant de savoir ce que ça veut dire, mon rapport avec son désir quand je suis dans l'angoisse, cet autre, je le mets d'abord là, pour nous rapprocher de son désir. Je prendrai, mon Dieu, les voies que j'ai déjà frayées. Je vous ai dit, le désir de l'homme et le désir de l'autre. Je m'excuse de ne pas pouvoir ici revenir, par exemple, sur une analyse grammaticale que j'ai faite lors des dernières journées provinciales. C'est pour ça que je tiens tellement à ce que ce texte m'arrive enfin intact,
pour qu'on puisse à l'occasion le diffuser, l'analyse grammaticale de ce que ça veut dire. Mais enfin, ceux qui ont été jusqu'ici à mon séminaire peuvent tout de même, je crois, ont assez d'éléments pour suffisamment le situer sous la plume de quelqu'un qui est justement l'auteur de ce petit travail auquel j'ai fait l'allusion en commençant cette année d'enseignement la dernière fois et qui m'avait été remis le matin même sur un sujet qui n'était rien d'autre que celui qu'aborde Lévi-Strauss, celui de la mise en suspension de ce qu'on peut appeler raison dialectique. Au niveau structuraliste où se place Lévi-Strauss, quelqu'un se servant pour débrouiller ce débat, entrer dans ces détours, démêler son écheveau du point de vue analytique, et faisant bien entendu référence à ce que j'ai pu dire du fantasme comme support du désir, ne fait pas, à mon gré, suffisante remarque de ce que je dis quand je parle du désir de l'homme comme désir de l'autre. Ce qui le prouve, c'est qu'il croit pouvoir se contenter de rappeler que c'est là une formule hegelienne. Or, s'il y a, je pense, quelqu'un qui ne fait pas tort à ce que nous a apporté la phénoménologie de l'esprit, c'est moi-même. S'il est un point pourtant où il est important de marquer que c'est là que je marque la différence, et si vous voulez, pour employer ce terme, le progrès, j'aimerais mieux encore le saut, qui est le nôtre par rapport à Hegel, c'est justement concernant cette fonction du désir. Je ne suis pas en posture, vu le champ que j'ai à couvrir cette année, de reprendre avec vous pas à pas le texte hegelien. Je fais ici allusion à un auteur qui, j'espère, verra cet article publié et qui manifeste une tout à fait sensible connaissance de ce qu'il dit là dessus Hegel, de ce que dit là dessus Hegel. Je ne vais même pas le suivre sur le plan du passage, tout à fait. En effet, originel, qu'il s'est très bien rappelé à cette occasion. Mais pour l'ensemble de ceux qui m'entendent, et avec ce qui est déjà passé, je pense, au niveau le plus commun de cet auditoire concernant la référence hegelienne, je dis tout de suite, pour faire sentir ce dont il s'agit, que dans Hegel, concernant cette dépendance de mon désir par rapport au désir en qu'est l'autre, j'ai affaire, de la façon la plus certaine et la plus articulée, à l'autre comme conscience. L'autre est celui qui me voit. En quoi cela m'intéresse mon désir? Vous le savez, vous l'entrevoyez déjà assez, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Pour l'instant, je fais les oppositions massives. L'autre est celui qui me voit et c'est sur ce plan dont vous voyez qu'à lui toute seule il engage, selon les bases où Hegel inaugure la phénoménologie de l'esprit, la lutte sur le plan de ce qu'il appelle pur prestige, que mon désir y est intéressé. Pour Lacan, si vous le permettez, parce que Lacan est analyste, l'autre est là comme inconscience constituée comme telle, et il intéresse mon désir dans la mesure de ce qui lui manque et qu'il ne sait pas. C'est au niveau de ce qui lui manque et qu'il ne sait pas que je suis intéressé de la façon la plus prégnante. Parce qu'il n'y a pas pour moi d'autre détour à trouver ce qui me manque comme objet de mon désir. C'est pourquoi il n'y a pas, pour moi, non seulement d'accès, mais même de sustentation possible de mon désir qui soit pure référence à un objet quel qu'il soit, si ce n'est en le coupant, en le nouant, avec ceci qui s'exprime par l'esparer, qui est cette nécessaire dépendance par rapport à l'autre comme tel, lequel autre est bien entendu celui qu'au cours de ces années, je pense vous avoir rompu à distinguer à chaque instant de l'autre
mon semblable. C'est l'autre comme lieu du signifiant. C'est mon semblable, entre autres, bien sûr, mais pas seulement, puisque c'est aussi le lieu comme tel où s'institue l'ordre de la différence singulière dont je vous parlais au départ. Vais-je introduire maintenant les formules que je vous ai ici marquées à droite, dont je ne prétendais pas, loin de là, étant donné ce que je vous ai dit tout d'abord, qu'elles vous livrent immédiatement leur malice. Je vous prie aujourd'hui, comme la dernière fois. C'est pour cela que cette année, j'écris des choses au tableau. C'est pour que vous les transcriviez. Vous en verrez après le fonctionnement. Le désert de désir, au sens hegelien, est donc désir qu'un désir réponde à l'appel du sujet. Il est désir d'un désirant. Ce désir qui est l'autre. Pourquoi en a-t-il besoin? C'est sous quelque angle que vous vous placiez, mais de la façon la plus articulée dans laquelle qu'il en a besoin pour que l'autre le reconnaisse, pour recevoir de lui la reconnaissance. Ça veut dire quoi? Que l'autre, comme tel, va instituer quelque chose, petit a, qui est justement ce dont il s'agit au niveau de ce qu'il désire. C'est là qu'est toute l'impasse, exigeant d'être reconnu par lui. Je suis reconnu comme objet, puisqu'il est dans son essence une conscience, une Selbstbewusstsein. Il n'y a plus d'autre médiation possible que celle de la violence. J'obtiens ce que je désire, je suis objet, et je ne puis me supporter comme objet. Je ne puis me supporter reconnu dans le mode, le seul mode de reconnaissance que je puisse obtenir. Il faut donc, à tout prix, qu'on en tranche entre nos deux consciences, le désir de désir, au sens lacanien ou analytique, et désir de l'autre, d'une façon beaucoup plus principiellement ouverte à une sorte de médiation, du moins le semble-t-il au premier abord, parce que le désir ici, vous verrez que dans la formule même, le signifiant que je mets là au tableau, je vais assez loin dans le sens de traverser. Je veux dire de contrarier ce que vous pourriez attendre. Il est désir, écris-je, en tant que l'image support de ce désir, rapport donc de D entre parenthèses petit a à ce que j'écris, à ce que je n'hésite pas à écrire I entre parenthèses A, même, et justement parce que cela fait ambiguïté par la notation que je désigne d'habitude de l'image spéculaire. Là, nous ne savons pas encore quand, comment et pourquoi. Ça peut l'être, l'image spéculaire, mais c'est une image, assurément. Ça n'est pas l'image spéculaire, c'est de l'ordre de l'image, c'est le fantasme que je n'hésite pas à l'occasion à recouvrir par cette notation de l'image spéculaire. Je dis donc que ce désir est désir en tant que son image support est l'équivalent. C'est pour ça que les deux points qui étaient ici sont ici là. Et l'équivalent du désir de l'autre. Mais là, l'autre est connoté, quant à barré, parce que c'est l'autre au point où il se caractérise comme manque. Les deux autres formules, 3 et 4, car il n'y en a que deux, celle-ci, et puis la seconde ici englobée dans une accolade n'est constituée que par deux façons d'écrire la même, dans un sens, puis dans le sens palindromique, n'est-ce pas? En revenant, après avoir été comme ça, en revenant ainsi, c'est tout ce qu'écrit la troisième ligne.
Je ne sais donc si j'aurai le temps d'arriver aujourd'hui jusqu'à la traduction de ces deux dernières formules. Sachez pourtant, d'ores et déjà, qu'elles sont faites l'une et l'autre. La première, 3. Pour mettre en évidence que l'angoisse, c'est ce qui donne la vérité de la formule hegelienne, à savoir que si la formule hegelienne est partiale et fausse, et met en porte-à-faux tout le départ de la phénoménologie de l'esprit, comme je l'ai plusieurs fois indiqué en vous montrant la perversion qui résulte, est très loin, et jusque dans le domaine politique, de ce départ trop étroitement centré sur l'imaginaire, car c'est très joli de dire que la servitude de l'esclave est grosse de tout l'avenir jusqu'au savoir absolu, mais politiquement, ça veut dire jusqu'à la fin des temps. L'esclave restera l'esclave. C'est tout de même nécessaire qu'on mette de temps en temps les pieds dans le plat. La vérité de la formule hegelienne existe pourtant, et c'est justement Kierkegaard qui la donne. Ce n'est pas autre chose, je le commenterai, je pense, la prochaine fois. Que veut dire ici la première ligne? La seconde formule, 4. Nous le verrons. C'est non pas la vérité de Hegel, mais la vérité de l'angoisse, qui, elle, ne peut se saisir qu'à se référer à la deuxième ligne, c'est-à-dire à la formule concernant le désir au niveau analytique. Avant de vous quitter aujourd'hui, je veux simplement pointer quelques remarques. C'est que ce que vous voyez apparaître dans les deux formules, dans celle de Hegel comme dans la mienne, dans le premier terme des deux formules, c'est que, si paradoxal que ça puisse apparaître, c'est un objet A. Tiens, pendant que j'y ai pensé tout à l'heure en l'écrivant. Ce que vous avez à lire, ce n'est pas O. Je vous le dis tout de suite pour ne pas vous tromper. C'est 0. Ça se lit 0. Ce n'est pas 0. C'est 0. Ça se lit 0. Bon, je reprends. C'est un objet A qui désire. S'il y a des différences, il y a quelque chose de commun entre le concept hegelien du désir et celui que je promeux ici devant vous. C'est qu'à un moment, qui est justement le point d'impasse inacceptable dans le procès de la Selbstbewusstsein, dans Hegel, c'est un objet, c'est-à-dire ce quelque chose où le sujet, l'étant cet objet, est irrémédiablement marqué de finitude. C'est cet objet qui est affecté du désir. Et c'est ça en quoi ce que je produis devant vous a quelque chose de commun avec la théorie hegelienne, à ceci près qu'à notre niveau analytique, que n'exigeons pas la transparence du Selbstbewusstsein. C'est une difficulté bien sûr, mais pas de nature à nous faire rebrousser chemin, ni non plus à nous engager dans la lutte à mort avec l'autre, à cause de l'existence de l'inconscient. Nous pouvons être cet objet affecté du désir. C'est même en tant que marqué ainsi de finitude que nous, sujet de l'inconscient. Notre manque peut être désir fini en apparence indéfini, parce que le manque, participant toujours de quelque vide, peut être rempli de plusieurs façons. D'abord, encore que nous sachons très bien, parce que nous sommes analystes, que nous ne le remplissons pas de 36 façons, et nous verrons pourquoi et lesquelles. La dimension, je dirais classique, moraliste, non pas tellement théologique, de l'infinitude du désir, est dans cette perspective tout à fait à réduire, car cette pseudo-infinitude ne tient qu'à une chose, curieusement une certaine partie de la théorie du signifiant, qui n'est rien d'autre que celle du nombre entier, nous permet d'imager. Cette fausse infinitude est liée à cette sorte de métonymie que, concernant la définition du nombre entier, on appelle la récurrence.
C'est la loi, tout simplement, que nous avons, je le crois, puissamment accentuée l'année dernière à propos du 1 répétitif. Mais ce que nous démontre notre expérience, je vous l'articulerai dans les divers champs qui lui sont proposés, nommément et distinctement, le névrosé, le pervers, voire le psychotique, c'est que ce un auquel se réduit en dernière analyse la succession des éléments signifiants, le fait qu'ils soient distincts et qu'ils se succèdent n'épuise pas la fonction de l'autre. Et c'est ce que j'exprime ici, à partir de cet autre originaire comme lieu de signifiant, de cet S encore non existant qui a à s'y situer comme déterminé par le signifiant, sous la forme de ces deux colonnes qui sont celles sous lesquelles, vous le savez, on peut écrire l'opération de la division par rapport à cet autre. Dépendant de cet autre, le sujet s'inscrit comme un quotient. Il est marqué du trait unaire, du signifiant dans le champ de l'autre. Eh bien, c'est pas pour autant, si je puis dire, qu'ils mettent l'autre en rondelle, qu'il y a un reste, au sens de la division, un résidu. Ce reste, cet autre dernier, cet irrationnel, cette preuve est seule garantie en fin de compte de l'altérité de l'autre, c'est le petit a. Et c'est pourquoi les deux termes, S barré et A, le sujet comme marqué de la barre du signifiant, le petit a, objet, comme résidu de la mise en condition, si je puisse m'exprimer ainsi, de l'autre, sont du même côté, tous les deux, objectifs de la barre, tous les deux du côté de l'autre, le fantasme, appui de mon désir, et dans sa totalité, du côté de l'autre, S barré et A. Ce qui est de mon côté maintenant, c'est justement ce qui me constitue comme inconscient, à savoir, quant à barré, l'autre en tant que je ne l'atteins pas. Vais-je ici vous mener plus loin? Non, car le temps me manque. Et pour ne pas vous quitter sur un point aussi fermé quant à la suite de la dialectique qui va s'y insérer et qui, vous le verrez, nécessite que le prochain pas que j'ai à vous expliquer, c'est ce que j'engage en affaire, à savoir dans la subsistance du fantasme. J'imagerai le sens de ce que j'ai à produire, d'un rappel à une expérience qui, je pense, vous sera, non, mon Dieu, ce qui vous intéresse le plus. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Freud, l'expérience de l'amour, de quelque utilité. Je veux vous faire remarquer, au point où nous en sommes, de cette théorie du désir dans son rapport à l'autre, vous avez la clé de ceci, c'est que, contrairement à l'espoir que vous pourrez donner la perspective hegelienne, que le mode de la conquête de l'autre est celui, hélas, trop souvent adopté par quelqu'un des partenaires. Je t'aime, même si tu ne le veux pas. Ne croyez pas que Hegel ne se soit pas aperçu de ce prolongement de sa doctrine. Il y a une très précieuse petite note où il indique que c'est bien par là qu'il aurait pu faire passer toute sa dialectique. C'est la même note où il dit que s'il n'a pas pris cette voie, c'est parce qu'elle lui paraissait manquer de sérieux. Combien il a raison. Faites l'expérience. Vous me direz des nouvelles sur son succès. Il y a pourtant une autre formule qui, si elle ne démontre pas mieux son efficace, ce n'est peut-être que pour n'être pas articulable. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne soit pas articulée. C'est « je te désire »,
même si je ne le sais pas. Partout où elle réussit, tout inarticulable qu'elle soit, se faire entendre, celle-là, je vous l'assure, est irrésistible. Et pourquoi? Je ne vous laisserai pas ceci à l'état de devinette. Si ceci était dissible, qu'est-ce que je dirais par là? Je dirais à l'autre que le désirant sans le savoir sans doute, toujours sans le savoir, je le prends pour l'objet à moi-même inconnu de mon désir, c'est-à-dire en notre conception à nous du désir, que je l'identifie, que je t'identifie, toi à qui je parle, toi-même, à l'objet qui te manque à toi-même. C'est-à-dire que par ce circuit où je suis obligé pour atteindre l'objet de mon désir, j'accomplis justement pour lui ce qu'il cherche. C'est bien ainsi qu'innocemment ou pas, si je prends ce détour, l'autre comme tel, objet ici, observez-le, de mon amour, tombera forcément dans mes rêves. Je vous quitte là-dessus, sur cette recette, et je vous dis à la prochaine fois.